On dirait dessus. So good you would not know it was done by a woman. Tu es fada ou quoi? Eh bien, je crois qu'il a éveillé en moi des forces que je ne soupçonnais You have to have a pas. lot of passion. I have a dream. Nous pouvons tous être des acteurs du changement. Je suis Mia Batman et vous écoutez On dirait le Sud, un podcast qui part à la rencontre des entrepreneurs, artistes, sportifs du sud de la France, mais pas seulement. Dans cette émission, je vous propose des conversations avec des personnes passionnées par ce qu'ils font, engagées dans des projets qui ont du sens pour eux, extrêmement généreux en partage d'expériences. Ce podcast est indépendant et non financé. Si vous souhaitez m'aider à le faire vivre, vous pouvez le faire en mettant une note 5 étoiles sur iTunes et en me laissant un commentaire. Cela compte beaucoup. Mon invité du jour est Laurent Choucroune, cofondateur de Synergie Family, une start-up marseillaise d'innovation éducative et sociale. Laurent est un entrepreneur unique dans son genre. Il nous raconte la difficulté qu'il a eue plus jeune à l'école et il nous explique comment un système scolaire inadapté l'a poussé à se tourner vers le sport, notamment le taekwondo, qui lui a en quelque sorte sauvé sa vie. En suivant son intuition, il devient, sans le savoir, un entrepreneur et fonde entre autres une magnifique association qui emploie plus de 400 collaborateurs à Marseille et réalise un volume d'affaires de 10 millions d'euros. J'ai été bluffée par son parcours et par la puissance de son engagement dans la création de valeurs éducatives et sociales pour le territoire et les personnes qui l'habitent. Depuis qu'il a trouvé dans le sport, la passion n'a jamais cessé de l'habiter. Et ça a été le moteur de tous ses projets. C'est ce qui lui a permis de trouver une idée, c'est ce qui le motive et ce qui lui donne cette énergie inépuisable. Et c'est ce qui lui a permis de se relever après avoir vécu des échecs. C'est son souffle de vie. À la fin de cet épisode, Laurent nous dévoile un projet dingue qu'il est en train de réaliser sur Marseille, qui est celui de la création d'un village d'innovation dans les anciens locaux de Pernod Ricard. J'espère que cela vous a donné envie de rester avec nous. Allez, bonne écoute sur On dirait le Sud. Bonjour Laurent, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. À distance, puisqu'on se parle, on enregistre cette conversation. J'espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin. On est confinés donc tous les deux. Et merci donc à Romain Sombray pour la mise en relation. Donc comme je fais pour tous mes épisodes, donc je demande à mes invités de me parler de leur enfance, où ils ont grandi, de se présenter, voilà, pour commencer. Très bien. Merci encore pour l'invitation. Merci à Romain pour la connexion. Donc, je suis Laurent Choucroune. Je suis né à Marseille en 1978, ce qui fait que j'ai déjà 41 ans. Mon enfance, je dirais que dans l'ensemble, elle s'est plutôt bien passée, du fait que j'ai grandi dans un cocon familial qui a été extrêmement structurant pour moi. Avec une enfance où j'ai grandi, alors notamment dans le 12e arrondissement de Marseille, dans une grande maison avec mes parents. Mon père était chef d'entreprise, ma mère bossait dans les assurances. Et je dirais que tout allait à peu près bien dans ma vie, si ce n'est je dirais, le manque d'adaptation pour moi au système scolaire en général. Et très très tôt, je pense que j'ai commencé à pleurer, mes parents s'en rappellent encore, de la maternelle jusqu'au CP chaque année. Je me sentais pas bien du tout dans le contexte de l'école. Je n'y retrouvais pas, je pense, la bienveillance familiale, le cocon dans lequel j'étais. Peut-être était trop serré ce cocon-là, mais en tout cas, ce qui fait que je suis pas parti dans la scolarité dans les meilleurs auspices. Et, et ça a été une vraie douleur pour moi de jamais trouver ma place à l'école, quelles que soient les écoles, quelles que soient de l'école primaire, le collège, le lycée. J'ai eu la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une structure familiale qui était extrêmement soutenante, qui me permettait de passer d'une année sur l'autre avec toute l'aide dont je pouvais faire preuve, avec du soutien scolaire, avec les parents qui essayaient de m'encourager, la famille qui essayait de m'encourager. Mais c'est vrai que c'est un secteur dans lequel je me suis jamais senti bien.
j'ai jamais trouvé ma place dans l'école. L'école pour moi était un accélérateur de perte de confiance, un accélérateur de perte, de repères. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, quand je suis sorti de l'école à l'âge de 17 ans, je venais d'avoir mon bac, tant bien que mal. Sauf que je sors de l'école je sors de ce baccalauréat en me disant, bah, OK, tu as raté ta vie professionnelle, enfin, tu as raté ta vie scolaire, pardon, donc tu vas rater, ta vie professionnelle. Accroche-toi à un seul truc, c'est accroche-toi à ce que tu aimes vraiment faire. Et à l'époque, ce que j'aimais faire, ça se résumait en 2 choses. C'était, le sport. Je pratiquais du taekwondo, alors j'étais loin d'être dans les meilleurs français, mais je commençais à être pas trop mauvais dans cette discipline. Et je faisais de l'animation. J'avais passé à 17 ans mon BAFA comme pas mal de jeunes de l'époque. Et c'est dans ces deux secteurs-là où, pour la première fois, contrairement à l'école, je commençais à être reconnu pour ce pourquoi j'étais doué. Je trouve qu'une des difficultés que j'ai pu rencontrer, je pense, à l'école, ça a été, le fait que de nombreux instits, profs, enfin, de nombreuses personnes dans le cadre, scolaire mettent le doigt sur là où vous êtes en difficulté, là où vous êtes pas bon. Heu, Donc, ils voyaient ce que tes difficultés, mais ne valorisaient pas là où tu étais bon? je pense qu'il y avait un peu de ça. Après, je suis pas sûr que j'étais très, très, très bon, à rester, 8 heures assis, dans une salle. Ça me correspondait pas. D'écouter, quelqu'un parler pendant plusieurs heures, ça me correspondait pas non plus. Je fais partie des gens qui ont tendance à l'hyperactivité. Et je m'ennuyais fortement, fortement dans le cadre scolaire. Le système scolaire, ça peut pas correspondre parfaitement, et de la même manière à chacun des enfants. C'est bien pour ça qu'il y a d'autres systèmes qui sont nés depuis, de nombreuses années. Enfin, moi, je pense à Montessori, à toutes ces pédagogies un peu qui changent, du système scolaire, classique qu'on peut avoir en France. Ouais, ouais, totalement. D'ailleurs, il y a une théorie, qui a été, notamment mise en avant dans un bouquin de Gardner sur, la question des intelligences multiples. Oui. Gardner dit qu'il y a 8 formes d'intelligence et que globalement, l'école en valorise une ou 2. Ce qui signifie qu'il y a, effectivement un certain nombre de jeunes scolarisés, qui arrivent pas à s'épanouir dans le cadre scolaire, dans le cadre dans lequel leur forme d'intelligence à eux, n'est pas, fortement plébiscitée, n'est pas fortement mise en avant. Il y a une phrase, d'Einstein, je crois, qui répond bien à cette question-là, qui dit, «Tout le monde est un génie. Par contre, si vous demandez à un poisson, d'apprendre, de monter un arbre, de grimper à un arbre, il pensera, toute sa vie qu'il est un idiot». Ouais, c'est ça, exactement. Ça résume exactement ce que tu venais de dire. Exactement. Et donc pour revenir à cette situation donc scolaire, est-ce que tes parents essaient de te changer d'école? Est-ce que c'était peut-être ouais, c'était peut-être pas ça le problème, mais est-ce que, par rapport au public, privé, est-ce que vous avez essayé des alternatives? Si, si, en fait, alors non, je suis jamais allé, dans l'école privée. Je suis resté dans le public. Par contre, oui, des changements, il y en a eu, notamment, je crois sur mon année de 5e, j'ai changé de collège. Je me sentais, effectivement pas bien dans le collège dans lequel j'étais. Voilà, mes parents ont fini par, essayer, d'obtenir une dérogation en cours d'année pour me changer d'environnement. Je dirais que ça a été un petit peu mieux, mais le problème était beaucoup plus structurel que ça. C'était pas, ce collège-là qui m'allait pas, c'était, je pense, la forme, Mmh. de cette forme d'enseignement-là, qui me correspondait pas. Et le cadre, de façon très générale, le cadre assez rigide de l'enseignement de l'éducation nationale, qui correspondait pas du tout à ma personnalité. Et je n'ai fait que m'en rendre compte davantage au fur et à mesure des années. Et tes parents à ce moment-là, ils sont comment? Ils sont inquiets par rapport à ton avenir ou pas forcément? Ils te font confiance, Non, je pense qu'à ce moment-là, ils sont inquiets, hein. Ils essaient d'investir, dans des cours particuliers. Je crois que l'une des pires années pour moi, ça a été mon année de 4e, où je rentrais, avec, à la fois des avertissements de travail et des avertissements de conduite, puisque quand, vous êtes pas, vous êtes déjà en échec scolaire, ce qui vous reste,
c'est de foutre un peu le bordel pour dire que finalement, c'est pas parce que vous êtes stupide, mais c'est parce que vous êtes dissipé. Je crois que j'ai évacué un petit peu la façon de penser de cette façon-là. Mais oui, non, forcément, à ce moment-là, en quatrième, beaucoup d'inquiétude de la part des parents. Et encore une fois, je pense que j'ai eu vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de chance d'avoir un cocon familial extrêmement présent qui m'a soutenu, parce que j'aurais pu quitter la voie de l'école pour partir dans une voie autre très, très, très facilement si j'avais pas été soutenu autant. Ah ouais. Et tu avais des frères et des sœurs? Je sais plus si tu l'as dit? Non, je l'avais pas dit, j'ai effectivement 2 sœurs, Audrey, qui a 8 ans de moins que moi et Céline, qui a une dizaine d'années de moins que moi, ce qui veut dire aussi que j'ai quand même grandi, Oui, un peu tout en seul. enfant unique, ouais, tout à fait. OK, donc tu passes ton bac, un peu en autodidacte, hein, c'est ça? Tu vas pas trop à l'école à ce moment-là? J'y vais le moins possible, je vais juste, aux cours qui me semblent utiles et dans les cours, dans lesquels je dirais que j'ai une bonne relation avec des professeurs, parce qu'on se rappelle tous, on a tendance, alors j'ai tendance beaucoup à parler du système scolaire, hem, qui a été, avec lequel j'ai eu une relation compliquée. Mais je tiens quand même aujourd'hui à réellement saluer, le travail des quelques profs qui ont vu, en moi autre chose, qu'un cancre inadapté à l'école, et qui m'ont soutenu, qui m'ont encouragé et qui m'ont permis, de réussir à passer les années tant bien que mal, et en fonction des matières. Ça pouvait changer d'ailleurs d'une année sur l'autre, une fois en anglais, une fois en physique, une fois en maths. Mais disons que l'idée, c'était qu'il y a vraiment des gens sur mon parcours, et notamment des enseignants, des profs, qui ont su mettre le doigt là où il fallait pour m'encourager et me faire aller plus loin. OK, et donc là, tu te rends compte assez vite que ce qui te plaît, c'est le sport, hein? Et qu'est-ce que tu décides de faire donc après ton bac? Donc après le bac, je suis pas mauvais en sport, donc je vais vers la solution de facilité, je vais m'inscrire en fac de sport. Mais le problème dans fac de sport, c'est qu'il y a fac. Et, ça a continué à me faire dire que ce cadre-là ne me correspondait pas. Par contre, à côté de ça, je commence à être recruté dans un petit club de taekwondo. Enfin, je dis un petit club, à l'époque déjà, c'était un grand club de taekwondo sur Marseille, qui était dans le 13e arrondissement de la ville, du côté de La Rose, le Boxing Club Taekwondo La Rose, qui m'a proposé, très rapidement, de commencer à donner des cours de taekwondo, qui a commencé à me proposer de donner des cours de sport et qui, très rapidement, m'a proposé de me payer pour faire ça. Et là, pour moi, c'est juste une révélation. C'est-à-dire que Donc de devenir prof? devenir prof, partager ma passion, faire vraiment, vraiment, vraiment ce que j'aimais faire et être payé pour ça. Et là, pour moi, ça a été une révélation. À partir du moment où j'avais échoué à l'école, je m'étais dit que de toute façon, fallait pas compter sur les grandes études, donc sur les grands boulots réservés aux élites. Et je dis: «Bon, bah, toi, tu gagneras jamais très, très bien ta vie, c'est pas grave. Par contre, accroche-toi à un truc, fais ce que tu aimes». Et là, pour la première fois, quand je fais ce que j'aime et que je suis payé pour faire ça, ça a été une révélation. Et j'ai d'ailleurs jamais bougé tout au long de ma vie. C'est que j'ai toujours, toujours, toujours fait une activité que j'aimais. Et ça a été toujours le moteur, je dirais, de ma vie, de mon quotidien, quoi. J'ai tendance à dire aujourd'hui qu'une vie extraordinaire se bâtit lors de journées ordinaires, puisqu'aujourd'hui, je peux vous parler de tout ça avec du recul. À ce moment-là, je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, je ne savais pas ce que j'étais en train de construire, je ne savais pas ce que j'étais en train de bâtir. Mais je dirais que voilà, c'était les premiers pas d'une grande épopée. Et c'est chouette, juste en se disant qu'en faisant ce qu'on aime, on est capable de construire de grandes choses. Finalement, tu as un peu suivi ton instinct, qui te disait effectivement, d'arrêter, ce cadre qui ne te correspondait pas et de suivre ton cœur. Exactement, précisément. Je faisais ce que j'aimais, j'essayais de bien le faire. Et puis quand on aime, bah, on le fait bien généralement. Exactement, exactement, c'est la notion, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette notion de ce qu'on appelle, l'ikigai, ce terme japonais qui signifie le souffle de vie, qui met en confluence 4 éléments, ce que vous aimez vraiment faire, ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous contribuez, ce qui vient impacter, le monde qui nous entoure. Et je pense que,
j'avais déjà compris cette notion-là assez jeune, sans forcément avoir mis ni des mots dessus, ni une véritable conscience. L'ikigai, qu'est-ce que c'est? L'ikigai est un concept japonais, un brin philosophique. Le terme n'a pas d'équivalent en français, mais il peut se traduire par raison d'être et joie de vivre. En somme, l'ikigai, c'est ce qui fait sens dans la vie d'une personne. Trouver du sens à sa vie, vaste injonction. Certains ont la réponse dès la petite enfance, d'autres ont un déclic sur le tard. Je me pose beaucoup de questions aussi sur la quête de sens. Vous pouvez ainsi découvrir l'épisode d'introspection du podcast qui parle de ce sujet précisément. Allez, on retourne avec Laurent. C'est un point essentiel, c'est de croire en la puissance de ses rêves, de croire en son intuition et de croire, je dirais, en sa capacité de faire des grandes choses. Et encore une fois, en faisant une seule chose dès le démarrage, c'est vraiment, vraiment faire ce qu'on aime. Si on ne le sait pas, il faut chercher, parce qu'il y a forcément des choses qu'on aime faire et pour lesquelles on est doué. Et c'est un des grands sujets aujourd'hui de Synergie Family, la structure que j'ai la chance de Alors, du coup, oui, on va accélérer sur ton parcours. Donc, après ce passage donc, en tant que prof taekwondo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je reste dans ce club pendant 3 ans, 3 belles années de 18 à 21 ans où je progresse, où je travaille notamment dans les quartiers nord de la ville de Marseille, où je vais donner effectivement tout un ensemble de cours de taekwondo. Je commence aussi à passer un certain nombre de diplômes et à l'âge de 21 ans, je décide de quitter ce club-là pour créer ma propre aventure, mon propre club de taekwondo qui s'appelait Sport Ever, qui s'appelle toujours Sport Ever d'ailleurs, parce que ce club existe toujours. Je m'en occupe plus du tout aujourd'hui. J'ai passé la main depuis quelques temps, mais le club existe toujours. Et pour saluer les équipes qu'il dirige et les nombreux licenciés de ce club. Donc, est-ce que tu l'as revendu? Tu t'en as Non, fait quoi? un club, c'est une association loi 1901, donc c'est pas quelque chose qui se vend, je dirais, et en plus c'est quelque chose qui se transmet quasi de façon un peu quasi filiale, quoi. Il y a une nouvelle équipe qui est arrivée et qui a pris le relais et qui permet de développer cette culture du sport et notamment du taekwondo à d'autres. Donc non, très très fier que ce club perdure aujourd'hui. Et donc en gros, je crée ce club-là de taekwondo, j'ai 21 ans. Ce club commence à monter en nombre de licenciés, je commence à créer 1, 2 emplois sur ce club-là. Et en parallèle, je vous disais, je passais un certain nombre de formations auprès de la Fédération française de taekwondo, qui a fini par me repérer et se dire qu'il y avait un jeune qui évoluait dans certains quartiers de Marseille, qui faisait des trucs pas trop mal. Et donc, ils m'ont proposé d'intégrer l'équipe de la formation de la Fédération française de taekwondo. Donc, je me suis retrouvé à former d'autres enseignants de taekwondo sur toutes les dimensions pédagogiques, sur toutes les mentions développement, où en gros, on me demandait d'expliquer à d'autres tous les schémas que j'avais utilisés pour créer, développer à la fois ma pédagogie, mais aussi mon propre club. Donc voilà, et là déjà, encore une fois, tout ce que je vous dis là, je vous le dis avec beaucoup de recul, mais c'est quelque part un peu l'idée de l'ancien cancre totalement inadapté au système scolaire qui, au fur et à mesure, progresse, avance, a des petites victoires, vient être reconnu pour ces petites victoires-là, et se retrouve d'un seul coup à former d'autres personnes pour réussir à atteindre un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, leur propre ikigai, c'est-à-dire leur permettre de vivre de leur passion. Et je trouvais ça absolument fabuleux de pouvoir faire ce métier-là de formateur dans lequel j'ai appris énormément. Tu le fais de camp à camp? Enfin, c'est en parallèle avec ton club? Ouais, c'est en parallèle avec le club. Les formations, c'est souvent le week-end, c'est souvent pendant les vacances scolaires. Et j'ai dû faire ça peut-être pendant 3 ans à peu près. Et au bout de 2-3 ans, il y a la fédération taekwondo qui m'a proposé de prendre la responsabilité du département formation au sein de la fédération. Donc là, encore une fois, une forme de consécration. Je crée un tout petit club dans les quartiers, dans certains quartiers de Marseille. À l'époque, j'étais du côté de la Barrasse. Je suis reconnu par la Fédé et finalement,
le parcours fait que finalement, je me retrouve à bosser dans l'entité qui gère et qui organise le taekwondo en France. Donc là, je pars vivre à Lyon et je prends le poste de coordinateur du département formation de la fédération de taekwondo, dans lequel donc, j'ai en charge avec 2 autres collègues de créer toutes les formations pour le taekwondo, de créer les nouveaux diplômes, une modification de diplôme à ce moment-là au niveau de l'État. Donc on participe à la rénovation de la filière de formation du taekwondo. On forme des équipes d'animateurs, donc on a une équipe d'une vingtaine de formateurs qui évoluent. Donc on leur donne les contenus, on les suit, on les accompagne et globalement on forme 1 millier de personnes par an dans ce dispositif. Et la fédération m'a incité ensuite à passer le concours du ministère des Sports, le concours qu'on appelait le concours de conseiller technique et sportif, ce que j'ai fini par faire, ce qui a été très très compliqué, je ne vous cache pas, pour le gamin qui était en échec scolaire et qui n'arrivait pas à rentrer dans le cadre scolaire quand on m'a demandé d'aller passer un concours de la fonction publique. D'ailleurs, je l'ai raté 4 fois. Hein. C'est-à-dire, je l'ai eu au bout de 4e tour. C'était pas simple du tout et surtout, j'avais l'impression encore de me réenfermer dans un nouveau cadre et dans un cadre cette fois-ci qui était le cadre de la fonction publique. L'hyperactif que j'étais, l'allergique au cadre que j'étais. Oui, c'est ça, parce que de passer du stade, d'entrepreneur au stade fonction publique, il y a quand même un grand écart et c'est pas du tout la même ambiance. Alors, c'est vrai, mais à ce moment-là, en fait, je sais pas que je suis entrepreneur. Je crois que je sais que je suis entrepreneur depuis pas si longtemps que ça. Je crois que je l'ai toujours été au fond de moi, de chercher le challenge, le pas de côté. Mais je crois vraiment, vraiment qu'à ce moment-là, quand je crée un club de taekwondo, comme je le disais tout à l'heure, c'est une association de loi 1901. Donc, je suis dans le système associatif, je suis dans le système associatif, je suis dans des métiers qui sont par définition non professionnalisés. C'est les métiers de l'animation. Le BAFA, le BAFA, le BFD, c'est des diplômes non professionnels. D'ailleurs, en parallèle de tout ce que je peux faire, je profite chaque année pour partir en colo. Je suis directeur de centre de vacances en parallèle, donc je fais ça pendant les vacances. Et je fais un peu le tour du monde, ce qui a été d'ailleurs l'objet de la rencontre de mon futur partenaire de jeu, Franck Tortel, et associé avec qui on a cofondé Synergie. Mais voilà, je fais le tour du monde en dirigeant des camps de vacances avec des groupes le plus souvent itinérants d'ados. Et c'était absolument fabuleux. Mais encore une fois, tout ce secteur-là, c'est un secteur qui est non professionnel et qui, même si aujourd'hui on tend réellement à le rapprocher des premiers pas dans l'entrepreneuriat, à ce moment-là, j'ai pas du tout conscience d'être un entrepreneur. Pour moi, je suis un enfant de la vie associative. Mmh. Mais est-ce que là, au bout de tout ce temps, avec le recul, donc en ayant quand même réussi 2-3 trucs, hein, dans la vie, en passant par, donc un poste au ministère des Sports avec, j'imagine beaucoup de responsabilités et puis, ton club, qui a bien fonctionné. Est-ce que tu reviens sur, ton enfance et tu te dis, enfin sur la partie, scolarité, tu te dis: «Oui, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'école pour réussir finalement»? Alors, à ce moment-là, j'ai un gros syndrome d'imposteur. C'est-à-dire que je me dis: «J'ai eu de la chance dans mon concours». Je me dis, d'ailleurs le concours, je l'ai raté 4 fois, hein, nous je l'oublie pas parce que c'est long, hein, de passer 4 fois un concours, c'est 1 fois par an. Vivre avec l'épée de Damoclès de ce concours qui reste un échec et qui accentue encore, pour moi, tout le ressenti de l'échec scolaire. Si aujourd'hui je suis capable de mettre des mots clairement avec tout le recul que je peux avoir sur ma scolarité. Pendant très longtemps, je faisais absolument tout pour dissimuler ce passage-là de ma vie. Tu restes donc qu'une seule année, hein, c'est ça? Non, non, conseiller technique et sportif, j'ai exercé de 2009 à 2000, enfin un peu moins, alors pas vraiment 11 ans, j'ai passé 11 ans effectivement dans le contexte du sport, de la fédération et du ministère, mais vraiment en tant que fonctionnaire de 2009 à 2015. Il se trouve que 2009, c'est aussi l'année où je crée avec Franck Tortel, dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, une toute petite association qui s'appelait Synergie Sport Sud. Cette petite association, c'était un peu l'émanation du club de taekwondo de Sport Ever. On le crée dans le même endroit. Donc, on crée Synergie Sport Sud avec une idée toute simple. C'était que le sport avait été pour nous un outil
alors d'éducation, de cohésion, mais surtout d'ouverture sur le monde, mais surtout, je dirais, de euh, développement de la confiance et de l'estime de soi. Et c'est sur ces marches-là, qui ont été bâties grâce au sport, la confiance et l'estime, qu'on avait pu, enfin, notamment, c'est le parcours que je vous ai un peu expliqué, mais qu'on avait pu grandir et faire des premiers pas dans le champ de la vie professionnelle. C'est le sport qui m'a permis d'avoir aussi les premiers retours positifs dans le regard des gens. C'est la première fois où on me regardait, au lieu de me regarder en me disant ben ouais, Laurent, il n'est pas capable de rester 8 heures sur une chaise ou d'écouter. Laurent doit progresser. Laurent a travaillé, mais pas suffisamment. Doit encore faire des efforts. Euh, Là, on disait ah ouais, Laurent, il est pas mauvais en taekwondo. Laurent, il lève les jambes. Laurent, il est souple. Laurent, il gagne des premiers combats. Laurent, c'est un bon animateur. Laurent, c'est pas un mauvais prof. Et donc ça m'avait vraiment, vraiment permis de gagner de la confiance, de l'estime. Et cette confiance et cette estime-là m'a servi dans tout le reste de mon parcours. Et c'est ça qu'on a voulu reproduire quand on a créé Synergie Sport Sud. On s'est dit, on va aller travailler. Alors là, pour le coup, nous, on travaillait du côté de la vallée de Luvonne, petit quartier dans les quartiers sud-est de Marseille. Et en gros, ce qu'on se disait, c'est qu'on allait juste reproduire ça. Le sport comme un outil d'éducation, d'empowerment et développement de l'estime de l'estime et de la confiance en soi. C'est la seule ambition de ce projet-là à l'origine. Franck, Et donc ton associé, il avait un peu les mêmes envies que toi. Comment vous êtes trouvés et pourquoi vous avez fait ça ensemble? alors Franck, il travaillait dans un organisme, il était responsable du recrutement pour Mondial Évasion, le fameux organisme qui m'envoyait faire des colos partout sur la planète. Ah oui, Il était d'accord. au siège et moi j'étais l'un des nombreux directeurs qui l'envoyaient un petit peu partout. Mais on s'est très vite pris d'amitié l'un pour l'autre, une amitié qui dure depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, et on savait qu'on voulait faire un truc ensemble. À ce moment-là, en fait, on savait pas quoi. Je pense qu'on s'était trouvés tous les deux comme partenaires de jeu, d'amitié et de projet réciproque. Et on s'était dit, on fera un truc ensemble et on verra c'est quoi, mais on fera un truc ensemble. Et quand il est venu ce projet de synergie, ça a été une évidence que de le monter ensemble, de le créer ensemble et de le faire grandir ensemble. Synergie, quand on est créé, on a juste 2, 3 projets dans lesquels on propose tout simplement au cœur du quartier de réutiliser les espaces sportifs comme des espaces sportifs, pas juste comme des espaces d'oisiveté où on retrouvait ouais, les difficultés qu'on peut retrouver quand on est au pied d'immeubles dans un quartier. Et nous, on voulait redonner vie à ces espaces sportifs et surtout en refaire des lieux de rencontre. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a fait les tout premiers succès au démarrage, qui me semblait assez simple en fait. C'est qu'on arrivait sur le quartier, on rencontrait les gens, on rencontrait les familles, on rencontrait les jeunes, on écoutait ce qu'ils avaient à dire, on écoutait ce dont ils avaient besoin, on avait de la considération pour ce qu'ils disaient, pour ce qu'ils faisaient et pour ce qui leur semblait important. Et on essayait de travailler avec eux à leurs propositions, à créer ensemble les solutions qui leur convenaient. Et ça nous a vraiment permis de tisser un lien et de construire un lien avec le quartier qui a été fort et qui nous a largement aidé sur les années à venir et sur le projet. Comment vous vous rémunérez pendant ce temps? La vérité à ce moment-là, c'est que Synergie est financée essentiellement sur des subventions publiques, notamment des subventions liées à la politique de la ville, de D'accord. subventions à la prévention de la délinquance, des subventions de l'État, etc. Mais le problème de ces projets-là, c'est que entre le moment où vous écrivez, que vous réalisez le projet, et le moment où vous sont versées les subventions, il y a souvent un gros écart. Ce qui fait que ces années-là, avec Franck, on avançait souvent de notre poche les salaires de nos intervenants, les salaires des équipes. Et voilà, mais on avait vraiment envie de le faire. On avait envie je pense que Franck et moi, on avait tous les deux la même envie de projet, mais la même envie de contribuer et d'apporter un peu notre part du colibri dans notre ville, de rendre au sport, à l'animation, ce que ça nous avait apporté. Et c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur que de partager ça.
Par contre, c'est vrai que ça nous a un peu déséquilibrés financièrement. Et ça ça dure, je dirais, pendant à peu près 4 ans entre, l'association est créée en 2009, donc pendant jusqu'en 2000, je dirais 2013-2014 fonctionne comme ça. 2013-2014, il y a un vrai sujet sur est-ce qu'on garde la structure ou est-ce qu'on arrête. On a chacun eu avec Franck des enfants qui sont nés justement 2013-2014. Et on commence à sentir un peu ce déséquilibre de notre investissement associatif dans notre vie privée, puisque ça nous prenait beaucoup de temps forcément, ça nous prenait un peu d'argent. Vous faisiez des choses tous les jours ou ça se passait comment? Non, c'était pas tous les jours, c'était essentiellement, alors au démarrage, c'était essentiellement pendant les vacances scolaires. Ensuite, ça a été, en semaine, on a commencé à travailler les mercredis, les samedis. Quelque chose qui nous a apparu très, très vite, c'est que le samedi, souvent dans les quartiers, les jeunes, les familles, elles sont en ville, elles vont faire leurs courses, ce qui est beaucoup plus rarement le cas, le dimanche, même si aujourd'hui l'offre d'activité le dimanche, elle s'est un peu, elle s'est un peu augmentée avec, notamment des terrasses du port, enfin des lieux où on peut aller. Mais en gros, à l'époque, il y a une dizaine d'années, dimanche, à Marseille, à part l'été quand il faisait beau, mais sinon, il se passait pas grand-chose dans la vie d'un quartier, quoi. Et donc nous, on Ouais, se dit c'est que vrai. c'est le dimanche qu'il faut être présent. Les structures comme les nôtres qui viennent apporter des réponses en pied d'immeuble, c'est essentiellement ces jours-là où les familles, les jeunes ont besoin d'une présence, d'activité, d'animation, de connexion. Et c'est ce moment où on pouvait rencontrer le plus de personnes. Donc c'est à ce moment-là qu'on l'a fait. Mais ça, effectivement, ça nous prend du temps de coordination, de management, tout le temps à discuter aussi avec les différentes institutions pour obtenir les financements des projets. Ça prend du temps, surtout quand c'est pas votre métier principal. Et parce que tu étais toujours, donc conseiller technique, À ce moment-là, je suis toujours conseiller technique et sportif pour la Fédération française de taekwondo. d'accord, donc qu'est-ce que vous faites? Vous abandonnez cette activité-là? Non, on l'abandonne pas, on la garde tant bien que mal, puisqu'on avait recruté à cette époque une personne qui s'appelait Marjorie, qui s'appelle toujours Marjorie Gobo, qui est partie d'ailleurs vivre au Canada maintenant, mais que je salue ici, qui travaillait au cœur de l'asso et qui vivait de l'association. En fait, en gros, on se disait si on ferme demain, on va mettre Marjorie en difficulté. Et c'est à ce moment-là où il y a eu un virage assez important, à la fois pour Synergy Family, dans sa crédibilité, sa légitimité, sa reconnaissance, mais aussi dans ses modèles économiques. C'est le moment où il y a les activités périscolaires qui se développent assez rapidement partout en France, et où la ville de Marseille se met à rechercher 3000 animateurs pour l'ensemble des 444 écoles à ce moment-là de la ville, et où assez logiquement on nous appelle en nous disant si vous avez des animateurs, si vous avez des programmes, mettez-les nous à disposition, et où on a commencé à travailler avec la ville sur la dimension périscolaire. Périscolaire, pour nous, c'était absolument fabuleux, parce que c'était pour nous l'occasion de rentrer là où moi j'aimais pas trop ça, le temple de l'éducation nationale, d'avoir des effectifs qui étaient généralement 2 fois inférieurs aux effectifs que pouvait avoir un institut. Ils ont entre 25 et 30 enfants souvent, et nous, on avait plutôt des effectifs entre 12 et 15. Et on avait surtout une liberté pédagogique importante pour faire vivre à chaque enfant et à tous les enfants des expériences à forte valeur éducative. Qu'est-ce qu'on entend par expérience à forte valeur éducative? C'est que dans le cadre périscolaire, on pouvait faire pratiquer aux enfants toute forme d'activité culturelle, toute forme d'activité sportive, toute forme d'activité musicale. On pouvait développer tout un ensemble de projets avec eux dans le cadre de ces activités périscolaires, et finalement permettre à chaque enfant de découvrir un petit peu ce qu'il aimait réellement faire, ce pourquoi il était doué, de faire naître des vocations dans ce côté-là, bien plus peut-être que ce qu'est capable de faire l'école, parce que forcément, il y a des programmes d'éducation nationale, etc., et que nous, on avait une liberté qui nous permettait de faire vivre voilà, des projets très spécifiques et très, très, très différents, très diversifiés dans les écoles, et en utilisant, alors on a bien sûr recruté quelques animateurs avec un BAFA, mais nous, on a aussi recruté beaucoup d'éducateurs sportifs de toutes les disciplines possibles.
On a recruté des comédiens de théâtre, on a recruté des musiciens. Vous étiez vraiment libre de faire ce que vous vouliez en termes de propositions d'activités, voilà? Il y avait un cahier des charges qui était proposé par la ville de Marseille. Et dès lors que vous restiez dans ce cahier des charges et sur la découverte de multiples activités, c'était extrêmement facile à mettre en place. Et on a vraiment, vraiment développé de très, très, très beaux projets grâce aux activités périscolaires. Et c'est aussi les activités périscolaires qui ont constitué un, je dirais, un premier virage dans le modèle économique de Synergy Family, puisqu'on est passé d'un modèle. Alors déjà, je vais passer une transition, mais effectivement, quand on a commencé à travailler sur le périscolaire, la petite association qui s'appelait Synergie Sport Sud a grandi et est devenue Synergy Family. Le sport n'étant plus notre seul outil, et on avait des ambitions différentes, et la famille, c'était quelque chose qui nous correspondait très très bien. Donc Synergie Sport Sud est devenue Synergy Family. Mais en termes de modèle économique, on est passé d'un modèle où on était financé quasiment uniquement par des subventions publiques, et là, on passe dans un modèle qui est plutôt un modèle de marché public, de réponse à des appels d'offres de collectivités territoriales, comme peuvent le faire, je dirais, toutes les entités, toutes les entreprises, que ce soit des entreprises de quincaillerie, des entreprises du bâtiment ou des entreprises de services. Et donc vous êtes sur la ville de Marseille, uniquement? Et à ce moment-là, on est uniquement sur la ville de Marseille. On développe des programmes, on développe des projets, on recrute des équipes, et surtout, on commence à rentrer dans une forme d'hypercroissance, puisqu'on passe assez vite de 3 à 40, 50 collaborateurs. C'est des salariés, donc à temps plein? Alors, ce n'est pas tous des salariés à temps plein. On commence à basculer à une vingtaine d'équivalents temps plein. Et on a globalement une quarantaine de personnes qui sont salariées, et je dirais une vingtaine d'intervenants en plus qui interviennent de façon plus ponctuelle dans les projets qui sont portés par Synergy Family. Alors ça continue encore aujourd'hui, parce que là on parle, globalement on est en 2014-2015, et c'est là aussi où on commence, je dirais, encore plus à définir j'ai envie de dire le why de Synergy Family, c'est-à-dire, ok, très bien, on a grandi très rapidement dans un laps de temps, dans un laps de temps très très court, et on a essayé de commencer à mettre un peu des mots sur qui on était. On a essayé de mettre des mots sur ce qu'on faisait. Alors le premier élément, je t'en ai parlé tout à l'heure, hein, c'est le côté créateur d'expériences à forte valeur éducative. Et très, très vite, on commence à se définir, alors qu'on est une association loi 1901, on se définit comme une start-up d'innovation éducative et sociale. On bouleverse un petit peu les codes dans ce champ-là, hein, qui est un champ qui est occupé depuis de très nombreuses années par les grandes fédérations d'éducation populaire. Et pour autant, nous, le sentiment qu'on a, c'est que dans ce secteur-là, c'est un secteur qui a besoin de se renouveler. C'est un secteur qui a besoin d'innover, qui a besoin de gagner encore en efficacité, et je dirais à la fois en efficacité économique, puisque c'est un secteur qui vit très largement de subventions publiques, et ces subventions diminuant d'année en année, c'est tout un secteur qui se retrouve en difficulté. Donc c'est un secteur qui a besoin de renouveler les modèles économiques qu'il utilise pour se développer. Mais c'est un secteur qui mérite aussi aujourd'hui d'utiliser, je dirais, le meilleur de l'innovation éducative, le meilleur des neurosciences, le meilleur de tout ce qui peut se faire en matière d'innovation sociale, et de le tester concrètement sur des projets sur le terrain. Et ça, c'est une des visions de Synergy Family. Notre vision de Synergy Family, c'est que chacun a un talent, chacun a un potentiel, et que c'est sur ce talent, sur ce potentiel, qu'on doit construire et baser le plus gros du travail éducatif et social pour les individus. On doit être en capacité de mettre la lumière sur la lumière. On doit être en capacité de repérer ce que les gens, ce que les publics aiment faire, ce pourquoi ils sont doués, et de les aider, je dirais, à faire rayonner tout leur potentiel intérieur. Et ça, c'est vraiment le cheval, je dirais, la vision, le cœur du réacteur
de Synergy Family. On s'inspire du potentiel et des talents de chaque individu pour bâtir et co-créer avec eux ces expériences à forte valeur éducative. C'est en tout cas un très beau projet. À part les subventions, quelles sont les sources de revenus? La source de revenus principale, c'est celle, je dirais, qu'utilisent de très, très, très nombreuses entreprises de tous secteurs confondus. C'est des réponses à des appels d'offres publics. Synergy Family, comme je disais, on est une start-up d'innovation éducative et sociale. Et notre sujet, c'est d'être le bras armé. On devient le bras armé je dirais, des politiques publiques éducatives et de liens sociaux. Donc, on vient répondre quelque part à un besoin des collectivités qui expriment leurs besoins au travers d'appels d'offres. Et nous, on vient répondre à ces appels d'offres. Comme, encore une fois, hein, là, vraiment, c'est un modèle économique qui est utilisé par des entreprises de quasiment tous les secteurs d'activité. Et donc c'est les villes qui vous payent, hein, c'est ça? Alors, c'est soit des collectivités territoriales, effectivement, soit des bailleurs sociaux, soit des appels à programmes, parfois de l'État, ou éventuellement de structures privées, puisqu'on travaille aussi avec quelques structures privées. Vous êtes assez nombreux, j'ai lu, plus de 200 collaborateurs? Alors ça, c'était il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, on est plus de 500 collaborateurs. Je crois que sur le mois de février, on était 511 pour être précis. On dit, très, très vite donc. Donc oui, ça a grandi très, très vite. J'ai lu aussi que vous avez fait une levée de fonds collaborative? Tout à fait. On a fait une toute première levée de fonds de 540 000 € grâce à une fintech d'impact social qui est d'ailleurs très performante, qui s'appelle Lita.co. Et sans dévoiler tous les tenants et les aboutissants, mais là, il y a une deuxième levée en cours qui devrait se valider dans les prochaines heures ou les prochains jours, qui va être d'un montant un peu plus important. Tu peux nous expliquer juste le fonctionnement donc de cette levée de fonds, donc comment ça se passe exactement? Qui participe? Qui sont les investisseurs et cetera? Alors, deux formes différentes. La levée qu'on a fait avec Lita. Lita, c'est une plateforme qui permet de connecter des entrepreneurs, des startups, des entreprises dont nous on a fait partie, et différents investisseurs. Vous pouvez avoir des business angels, vous pouvez avoir des particuliers, puisque un particulier, et d'ailleurs il y en a eu pas mal dans le projet Synergy Family, peut investir à partir de 200 €. Vous avez la possibilité d'investir dans une structure. D'accord, c'est un peu comme Ulule, Kickstarter? Alors, je pense que ça serait un peu les caricaturer que de leur permettre de ressembler à Ulule, puisqu'il y a quand même une vocation dans Lita, il y a quand même une vocation économique derrière. Et là, on a fait ce qu'on appelle des émissions d'obligations, pour être un peu précis et technique. C'est-à-dire que Synergy Family, alors qu'on est une association de 1901, on a émis des obligations qui sont rémunérées à hauteur de 4%. Donc, les personnes qui ont investi de l'argent au sein de Synergy Family vont avoir un retour d'investissement, donc de leur capital, plus 4%. Donc, on n'est pas juste dans donc c'est forcément profession réglementée. Donc, on n'est pas juste dans le cadre de Ulule qui vient financer souvent contre des avantages en nature. Enfin, c'est notre plateforme très, très efficace, Ulule, mais c'est un autre mindset, c'est notre façon de faire et notre façon de penser, et c'est pour d'autres projets. Mais là, on vient vraiment connecter des investisseurs qui croient au fait que leur argent doit avoir un impact territorial, et des personnes qui portent des projets comme nous on a pu l'être. Donc ça, c'est vraiment la levée qu'on a fait avec Lita. La deuxième levée qui arrive dans quelques jours, je ne vais pas encore trahir le secret puisqu'elle n'est pas encore définitivement bouclée, mais on devrait lever. On peut encore investir? Alors là, non, puisque c'est une levée qui est beaucoup plus institutionnelle, mais on réouvrira peut-être un investissement sur Lita dans quelques temps. Mais celle-ci, elle est beaucoup plus institutionnelle. Donc là, on travaille notamment avec des structures comme Noves, comme Amundi, comme Inco, qui là, pour le coup, sont des structures qui travaillent sur la question de l'impact investing. L'impact investing, ou l'investissement à impact social, est une stratégie d'investissement cherchant à générer, en plus du rendement financier, un impact social et environnemental positif.
qui ont ouvert des lignes de participation pour Synergy Family sur ce qu'on appelle des billets à ordre, un peu pour les techniciens qui nous écoutent. Pour Synergie, donc on a parlé de ce que vous faisiez au niveau du périscolaire. Est-ce que tu peux élargir un petit peu votre... Donc, ce qui est le plus important au sein de Synergy, c'est la vision. Avant de définir Synergy Family, et d'ailleurs on n'aime pas trop le faire par ce qu'on fait, on aime bien définir Synergy, et on trouve que c'est important de définir Synergy par le pourquoi on le fait. Et c'était vraiment toute la question de mettre la lumière sur le potentiel, sur les talents de chaque individu pour créer et co-créer des projets avec eux. Synergy Family, on a aussi un deuxième levier très important qui est le fait de créer une valeur éducative, sociale, environnementale proportionnelle à la valeur économique créée. Quels que soient les projets sur lesquels on travaille, ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on est en capacité de créer de la valeur économique, comme le font toutes les startups et toutes les entreprises, en tout cas essayent de le faire, mais que cette valeur-là, elle soit toujours directement liée à de l'impact. On mesure réellement la réussite de nos projets à l'impact que nous, on a réalisé. Donc voilà. Comment est-ce que ça se fait concrètement sur le terrain? On a 4 grands blocs d'activité. Le premier bloc, celui que je vous expliquais tout à l'heure, c'est toute la question de l'expérience éducative. L'expérience éducative, elle se manifeste dans le périscolaire, c'est effectivement un gros secteur d'activité pour nous. Dans les centres de loisirs, on organise par exemple pour la commune de Bouc-Bélair tous les centres de loisirs pour les enfants de 3 à 15 ans jusqu'au collège. Donc là, c'est encore une fois, c'est un marché public. On organise des stages sportifs et culturels avec d'autres communes. Par exemple, on travaille avec la commune d'Allo. Donc tout ça, c'est sur ce premier bloc d'expériences éducatives, d'expériences sportives. On organise aussi d'ailleurs des séquences de coaching dans les parcs de la ville de Marseille pour les familles, pour tout public. C'est encore une fois, c'est un marché, et là, cette fois-ci, avec la ville de Marseille de nouveau. Le premier bloc de Synergy Family. Le deuxième bloc de Synergy Family, c'est tout ce qui touche aux tiers-lieux. Alors, les tiers-lieux qui sont gérés directement aujourd'hui par Synergy Family, c'est les délégations de services publics. Donc là, on est dans une forme différente de l'appel d'offres, une DSP, une délégation de services publics, où là, nous gérons les maisons pour tous et les centres sociaux de la ville de Marseille. Alors, pas tous, puisqu'on en gère 5 aujourd'hui, 5 établissements, 5 équipements. Et où là aussi, on a une vision qui est assez disruptive par rapport aux autres acteurs, qu'on essaie de porter avec toute la complexité qu'il peut y avoir quand vous souhaitez innover, quand vous développez, quand vous souhaitez mettre au cœur du projet la question de l'innovation, qu'elle soit éducative, sociale, mais l'innovation aussi sur les modèles économiques et la complexité des cahiers des charges des communes ou des partenaires publics comme la CAF, le conseil départemental, l'État. C'est une complexité qui est importante et sur laquelle on travaille justement avec toutes ces institutions pour essayer d'inspirer des changements, j'aurais envie de dire. Le troisième bloc de Synergy Family, c'est tout ce qui touche à l'ingénierie sociale. On a travaillé pendant 3 ans notamment avec le bailleur social 13 Habitat sur un dispositif qui s'appelait maîtrise d'œuvre d'ingénierie sociale. Tout ce projet, il consistait à recréer une présence différente dans les cités de ce bailleur social, de recréer du lien entre le bailleur et les locataires, de recréer du lien entre les locataires entre eux, de recréer du lien entre les locataires et tous les partenaires associatifs présents, parce qu'il y en a beaucoup, les partenaires institutionnels présents, et de créer une forme d'ingénierie projet autour de tous les talents, les opportunités et les potentiels qu'il peut y avoir dans une cité et en fonction des besoins de cette cité, de cette résidence. Donc voilà, c'est un projet qui était extrêmement intéressant parce qu'il nous a permis de passer beaucoup de temps avec les habitants en pied d'immeuble, à comprendre les mécanismes, à comprendre les besoins, à comprendre les attentes et à essayer d'inventer de nouvelles façons de répondre à ces attentes, à ces besoins de la façon la plus, je dirais, pragmatique, efficace et innovante possible. Le dernier volet, qui est un volet très important et sur lequel
on travaille particulièrement en ce moment, c'est la dimension inclusion. On a, Synergie est notamment lauréat avec un consortium d'un projet qui s'appelle Réalise tes rêves, qui a été présenté, dans le cadre du 100 inclusion du ministère du Travail, et qui consiste à déjà essayer d'inverser le paradigme. C'est-à-dire d'arrêter de partir du, du monde du travail pour essayer de faire rentrer, les publics à l'intérieur, mais réellement de partir des talents, des personnes, pour essayer de construire le monde du travail de demain et de faire évoluer de cette façon-là le monde du travail, de créer de l'activité économique, de créer des emplois, tout en partant et en passant vraiment beaucoup de temps, ce que malheureusement, peut-être que les services publics de l'emploi ont moins le temps de faire, de passer vraiment du temps à comprendre, développer, faire de l'empowerment, sur les publics. La dimension d'empowerment, elle est centrale dans ce dispositif-là. Et comme je te le disais tout à l'heure, un des premiers points, c'est de remonter en confiance et en estime de soi. C'est que si on n'a pas confiance en soi, en ce qu'on sait faire, en son talent, ben on a tendance, à, je dirais, à choisir une activité qui serait peut-être, pas forcément conforme à ses attentes, et ce qui, vient quelque part un peu nuire, à l'équilibre, ce qui vient nuire à l'épanouissement, ce qui vient nuire, peut-être à cet enchantement quotidien qu'on peut avoir quand on est aligné dans son activité professionnelle. Ouais, c'est un peu la base, fondamentale, pour le bon développement de chacun et puis, peut-être la base d'une société un peu plus saine. Très bien et j'ai vu aussi que tu avais repris tes études, donc retour quand même à l'école. Ouais, je voulais me faire du mal. Non, je plaisante, je pense que plusieurs choses, il se trouve que, Synergie Family a été en difficulté il y a à peu près 18 mois de ça, et je sens De quelle manière? on avait perdu un marché, qui était assez structurant, dans nos activités, structurant économiquement, structurant organisationnellement, et on s'est retrouvé à un moment donné en difficulté. Moi, il y avait absolument rien qui me prédestinait à être, DG, d'une boîte qui faisait, plus de 400 salariés, et je me suis dit, «Bon, c'est cool Laurent, tu as réussi à faire plein de choses, grâce à l'intuition, mais il est peut-être temps pour toi d'aller, rencontrer, d'autres gens, d'autres secteurs d'activité, de monter en compétences, réellement d'upgrader ta vision, ton niveau.» Et je pense que ça, c'est la réponse numéro un. Je pense que si je suis totalement honnête, il doit y avoir une réponse numéro 2 qui dit, qu'il y avait encore une vocation à essayer de combattre, le syndrome de l'imposteur qui avait réussi, par chance, à se trouver au bon endroit au bon moment. Et voilà, et ça a été une expérience, absolument fabuleuse. J'ai fait un executive MBA à HEC Paris que j'ai bouclé, pas plus tard que la semaine dernière. Ah ouais, super, félicitations. C'était une expérience absolument fabuleuse. Déjà, les rencontres, de tous les autres collègues de la promotion, étaient magiques et ont vraiment, vraiment permis de grandir. Donc c'est que des entrepreneurs, des cadres, c'est ça qui ont envie de Ouais, je dirais que la la moyenne d'âge, c'est effectivement, je dirais, je pense, 35, 45 ans. Heu, des personnes qui ont, déjà un vécu professionnel, alors pas forcément, tous en tant qu'entrepreneurs, certains l'étaient, mais d'autres avaient des fonctions et des fortes responsabilités, dans différents, groupes, grands groupes, pour nombre d'entre eux. Et ce qui était, extrêmement intéressant, c'était justement, de mixer un peu, nos visions, de mixer, les secteurs d'activité, d'échanger ensemble, de travailler ensemble, de grandir ensemble, et ça a été une expérience, extrêmement riche, mmh. qui Mais là, c'est pas vraiment l'école, en fait, hein, c'est plus du coaching, non? C'est non, je pense qu'il y a les 2. Il y a forcément dans les échanges, je dirais une fonction un peu de coaching, qui se met en place forcément. Mais là, globalement, c'était sur une formation sur, 18 mois avec, globalement une semaine de cours toutes les 6 semaines, en présentiel sur Paris, où, on a abordé, bah, tous les grandes thématiques, de la RH, de la finance, du management, du marketing, du business environment, enfin voilà, toutes les grandes, matières qui doivent nourrir,
je dirais, un dirigeant aujourd'hui. Et c'est ce qui était intéressant pour moi, par exemple, qui était, et je le disais, alors je pense que je suis pas beaucoup meilleur, mais sûrement un peu, mais qui était une bille en finance. Heu, Ça m'a permis, de mieux pouvoir discuter avec mes investisseurs, de mieux discuter aussi avec mon DAF, d'approfondir un certain nombre de sujets sur lesquels j'étais pas du tout, ni formé ni initié. Donc, non, non, ça a été une expérience, extrêmement riche. Et ça m'a aussi, permis de valider un élément, c'est que dans certains collègues, rencontré pas mal de collègues qui avaient, quant à eux, plutôt, je dirais, bien réussi, leur carrière à l'école et voilà, mais qui se retrouvaient au bout d'un certain nombre d'années, à être un peu piégés dans le système dans lequel ils avaient, grandi, évolué sans avoir, réussi à faire ce pas de côté, qui leur permet de donner encore davantage de sens à ce qu'ils font au quotidien. Et je crois que l'idée pour, nombre d'entre nous, et nombre d'entre eux, je dirais aussi de cette formation, c'était ça, c'était de se dire, comment est-ce qu'on peut faire un pas de côté pour aligner encore mieux nos aspirations personnelles avec, ce qu'on réalise et ce qu'on fait au quotidien. OK, génial. J'avais toujours eu envie de faire un MBA mais bon, avec les enfants, forcément, on met tout ça de côté. Ouais. Non, c'est un projet qui reste dans un coin de ma tête. Et pour revenir à ton associé, comment vous partagez les rôles? Qui fait quoi, actuellement? J'ai souvent l'habitude de dire que, moi j'ai le bon côté du job. Je suis plutôt celui qui suis, je dirais un peu dans la lumière, qui travaille sur, la vision, la culture, qui travaille aussi sur, toute la dimension représentation de Synergy Family. Heu, Franck, lui, il est beaucoup plus, sur, les mains dans le cambouis au quotidien, je dirais, à gérer, tout l'aspect administratif, tout l'aspect, financier, tout l'aspect réglementaire, à passer une partie aussi, sur, toute l'organisation interne. Et autant te dire qu'une structure de 500 personnes, voilà, ça nécessite effectivement une organisation interne. Donc on s'est réparti les rôles, plutôt de cette façon-là. Et Ouais, donc vous vous complémentez très bien, hein, se finalement. complètent, absolument parfaitement. Je pense que la partie, qui m'ennuie le plus, c'est souvent, une partie des zones de plaisir de Franck. Et voilà, c'est le genre de rencontre, voilà, qui change une vie. Et là, au niveau des parts dans la société, vous êtes, moitié-moitié ou? Alors en fait, Synergy Family, c'est une association loi 1901. Ah, c'est toujours OK. Ah, je pensais que vous deviez changer Non, de statut, pour l'instant, Synergy Family est une association loi 1901, n'a pas vocation dans l'immédiat à changer, même si, on a créé autour d'autres aventures entrepreneuriales et notamment d'autres véhicules sur notamment une structure, une boîte de formation qu'on a créée cette fois-ci sous forme de SAS. Mais Synergy Family, le cœur du réacteur, c'est toujours une association loi 1901. Je dirais pas du tout par, militantisme associatif, juste parce que, à l'heure actuelle, ça reste encore le support qui permet de répondre le mieux à, l'ensemble des aspirations, des problématiques et du champ concurrentiel, dans lequel on évolue. Donc pour l'instant, en tout cas, ça reste une association. Heu, Peut-être que demain, il y aura d'autres véhicules à côté qui compléteront l'activité, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Donc, en fait, avec Franck, on est cofondateur et co-DG. On a l'habitude de dire que c'est une structure qui est bicéphale, de Synergy Family. OK. Vous faites quel chiffre d'affaires? Cette année, on va être aux alentours des 10 millions d'euros. D'accord. Bravo en tout cas, hein, Merci. pour ce beau projet. Ça a l'air vraiment magnifique et Allez. j'ai hâte d'en savoir plus. Je vais vous suivre maintenant. Et c'est quoi justement, pour finir, on va devoir, bientôt terminer puisqu'on ça y est, on a dépassé 1 heure. Mais c'est quoi les projets? Tu me disais une autre, levée de fonds. Bon, alors plusieurs Bah, choses. je sais pas si tu peux en parler, Si, mais si, si, je vais t'en dire, je vais te donner une petite exclue. La 1re fois où je vais parler de ça en public. Donc, non, non, petite exclue. Alors avant ça, la levée de fonds, elle doit nous servir déjà à développer, Synergy Family sur, l'ensemble du territoire français. On a vocation à grandir sur l'ensemble du territoire et à essaimer un certain nombre de nos projets, en tout cas notre vision. Donc ça, c'est vraiment, un des premiers sujets sur lequel vient s'implémenter cette levée de fonds. Et là, on travaille, actuellement, sur
un projet qui s'appelle l'Épopée, qui serait la création d'un village inclusif d'innovation éducative et sociale sur Marseille. Donc là, c'est le gros projet sur lequel on travaille actuellement. Et si tout se passe bien, tu devrais en entendre parler. Et je pense que les auditeurs pourront en entendre parler dans quelques jours. Ah oui, d'accord. Enfin, du coup, ça sera pas un scoop parce qu'au moment où je sortirai le podcast, tu auras déjà lâché le projet, j'imagine? C'est ce que je me suis dit, c'est pour ça que je me suis permis d'en parler. C'est ça. OK, super. Donc un village donc dans le sens physique, hein? Un village dans le sens physique, qui sera un village relativement grand, un village qui s'appuie sur une histoire d'un autre grand entrepreneur marseillais, voire très grand entrepreneur marseillais, et un village qui aura vocation à C'est qui? réunir. Si je dis ça, j'en dis un peu trop, mais je crois que comme on sera dépassé, on pourra le dire. Et en fait, on travaille sur le rachat actuel des locaux historiques de la société Ricard. Ah OK, OK, très bien. On connaît bien Patricia, notamment, Jean-Yves Batman qui est mon beau-père, D'accord. connaît bien. D'accord. Donc voilà, normalement, il va s'officialiser mercredi. Donc on va sortir un appel à manifestation d'intérêt, etc. Mais c'est un projet voilà, sur lequel on a travaillé un peu en secret ces dernières semaines, mais qui devrait voir le jour très très prochainement et c'est un projet qui permettra de réunir des entrepreneurs, des start-upers, des talents du territoire, de redonner vie à je dirais ce quartier emblématique et à ce lieu emblématique qui a été créé par Paul Ricard. L'une des devises de Paul Ricard, c'était euh, la folie des grandeurs, je ne récuse pas le terme. Et je n'ai jamais lésiné sur mes rêves. Et je crois que voilà, c'est ce que mérite ce lieu-là. Et c'est ce qu'on va essayer de créer avec un ensemble de partenaires plus brillants et rêveurs les uns que les autres. Très, très beau, je suis en tout cas moi ravie d'entendre tous ces beaux projets qui se passent autour de Marseille justement, je dans le deuxième épisode de ce podcast, il y a Kevin Polizzi qui a lancé récemment aussi un projet pour, donc un campus, intelligent, c'est voilà, je trouve que c'est génial ce qui se passe autour de cette région, qui mérite en effet d'investir, de voir des innovations. Donc c'est top, bravo. Merci beaucoup. Pour finir, quelques questions, plus perso, comment tu t'organises? Tu peux nous en parler un peu de ton rythme? Mon rythme, je suis un garçon hyperactif. Donc, je suis toujours curieux de tout ce qui peut se passer. Donc, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts, justement. Je m'en suis inspiré Ouais, qu'est-ce que tu écoutes justement? moi, je me suis beaucoup inspiré des podcasts, notamment de Coup d'État de The Family, qui m'ont beaucoup accompagné. J'ai beaucoup travaillé sur les questions de développement personnel. Donc, c'était un vrai gros sujet pour moi, mais dès très jeune, dès l'âge de 21 ans. Ensuite, je m'inspire aussi du parcours de grands entrepreneurs qui peuvent aller de Steve Jobs, Bob Iger, Ed Catmull de Pixar. Enfin voilà, j'ai vraiment une grande passion pour les Paul Ricard aussi, parce que je viens de finir de son livre qui est absolument passionnant et que je ne peux que recommander. Donc je lis beaucoup. Euh, OK. Si tu avais, 2 livres à recommander, ce serait, lesquels? euh, f- dans moi, ce qui m'a beaucoup appris, je pense, en tant qu'entrepreneur, la biographie de Steve Jobs, c'est un bouquin moi, qui m'a largement marqué et inspiré. Je trouve, avec toutes les imperfections de l'homme, on voit quand même tout au long de sa carrière comment est-ce il a grandi et comment il a fait grandir l'entrepreneur qui était en lui. Donc c'est un des livres qui m'a vraiment marqué. Et ensuite, bon, j'aime beaucoup la littérature, je dirais, de développement personnel ouvert sur l'entrepreneuriat de Napoléon Hill, de Dale Carnegie. Euh, voilà, c'est des auteurs qui me parlent pas mal. Voilà, et ensuite bah, justement, une phrase de Steve Jobs qui dit Stay foolish, stay hungry. Ça, son discours à Stanford, je crois que c'est c'est ce qui caractérise l'entrepreneur en général,
où la personne qui juste veut avoir un vrai impact autour de lui. C'est le fait d'être affamé, obstiné parfois, d'avoir un peu cette folie au quotidien. Il y a des jours où tout va bien, il y a des jours où rien ne va, mais le fait d'être accroché à cette petite flamme, de se dire est-ce que j'aime toujours ce que je suis en train de faire, est-ce que je me plais dans ce que je fais, et d'avoir voilà la folie, l'obstination au quotidien, de se battre pour sa vision, de se battre pour ses rêves, de croire en son intuition et de savoir créer ces fictions qui font l'entrepreneur, hein. Une vision d'un entrepreneur, c'est une fiction à l'origine qui devient réalité. Je crois que c'est ce qui fait vraiment la différence dans l'entrepreneuriat, plus que juste un volume horaire passé au boulot ou devant un ordinateur. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Laurent. J'ai passé un super moment. Je pense que nos éditeurs aussi, puisque ça a été très, très riche en plein de choses. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à toi. Peut-être à très bientôt. Avec grand plaisir, Mia. Merci encore. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez être au courant des prochaines invités qui s'annoncent tout aussi intéressants. À bientôt.